On est dans les années 70. Imaginez un peu le tableau. La France, c'est le pays du Concorde, du TGV, bref, une nation super moderne. Et pourtant, quelque part, dans l'ombre des prisons, il y a encore cette lame, vieille de presque 200 ans, qui continue de tomber. Alors la question c'est, comment un pays aussi avancé a-t-il pu être le tout dernier d'Europe occidentale à utiliser la guillotine? Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas une image, c'est pas une métaphore, c'est la loi telle qu'elle existait. Brutale, directe, sans aucun détour. Une phrase qui semble sortie d'un autre temps, mais qui était pourtant la réalité de la justice française. Et c'est vraiment ça tout le paradoxe de notre histoire. D'un côté, on a une société qui bouge, qui innove, qui va de l'avant, et de l'autre, on a ce rituel judiciaire hérité tout droit de la Révolution française. Cette tension entre le passé et le présent, eh bien, elle allait bientôt exploser. Ok, alors pour bien saisir comment on en est arrivé à la fin de cette ère, il faut d'abord se remettre dans l'ambiance de l'époque. On est au milieu des années 70 et le président, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Ce qui est juste fou, quand on regarde les chiffres, c'est cette montée en flèche. En à peine 6 ans, le soutien à la peine de mort a quasiment doublé. Mais pourquoi ? Tout simplement à cause d'une vague de crimes, et surtout de crimes atroces contre des enfants, qui ont vraiment traumatisé le pays. Et ça a mis une pression politique énorme pour une justice, disons, implacable. Et là, c'est le drame. Tout en haut de l'État, le président lui-même est complètement tiraillé. Personnellement, il est contre, il a ça en horreur, mais en tant que président, face à une opinion publique qui réclame des têtes, il sent bien qu'il a le devoir de faire appliquer la loi. C'est dans ce contexte hyper tendu que 3 affaires vont venir tout chambouler. Et la première de ces affaires, c'est celle qui a planté une petite graine empoisonnée dans l'esprit de tout le monde. La graine du doute. Résumons les faits, très vite. Un enlèvement, un meurtre, des aveux, puis une rétractation. Et à la fin, l'exécution. Raconté comme ça a l'air simple. Sauf que derrière cette chronologie se cache une des affaires les plus complexes et les plus controversées de l'époque. Le dossier Ranucci, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, on a des éléments qui semblent écrasants. Il a avoué, il a indiqué où trouver l'arme du crime. On pourrait se dire affaire classée. Sauf que, de l'autre côté, il y a une montagne de doutes. Le principal témoin, le petit frère de la victime, il décrit une Simca, pas la Peugeot de Ranucci. Et puis il y a ce fameux pullover rouge retrouvé sur place, qui n'a jamais appartenu à l'accusé. Ça commence à faire beaucoup, non ? Et c'est là que tout change. L'affaire Ranucci est devenue le symbole de cette question terrifiante. Au-delà de sa culpabilité ou de son innocence, c'est la possibilité même de l'erreur judiciaire qui a fait trembler les certitudes. L'idée que la justice puisse tuer un innocent, c'était insupportable. La deuxième affaire, elle, ne parle pas de doute, mais d'autre chose, l'arbitraire. Qui vit, qui meurt. On a eu l'impression à ce moment-là que c'était devenu une sorte de loterie macabre. D'abord, il y a le cas Patrick Henry. Un crime horrible, l'enlèvement et le meurtre d'un enfant qui a mis la France en colère. Mais à son procès, son avocat, un certain Robert Badinter, va en faire une tribune contre la peine de mort. Et contre toute attente, ça marche. Il lui sauve la vie. Patrick Henry est condamné à la perpétuité. Et puis, à peine 13 jours plus tard, il y a Jérôme Carré. Un crime quasi identique, un meurtre d'enfant aussi. Mais lui, son procès a lieu dans un climat de revanche. Et pour lui, le verdict sera sans appel, la mort. En fait, le sort de Carin a été scellé par la réaction au procès d'avant. Le procureur était tellement furieux du verdict pour Patrick Henry qu'il a réclamé la mort pour Carin comme une sorte de vengeance. La justice n'était plus sereine, elle dépendait de l'humeur du moment. Pour le même crime, un homme vivait, l'autre mourait. Ce n'était plus une sentence, c'était un coup de dé. Et on arrive à la dernière histoire. Et là, on quitte le monde des débats abstraits. On va se confronter à la réalité pure et dure de l'acte lui-même. À la mécanique, froide et brutale, d'une mise à mort. Ces mots, ils sont glaçants. Ils ont été écrits par une juge, Monique Mabelli. Elle a été obligée d'assister à l'exécution d'Amida Djandoubi, le dernier condamné de France, et son témoignage, rédigé quelques heures après, c'est un document exceptionnel qui nous raconte de l'intérieur ce rituel final. Elle décrit la rapidité, le caractère presque industriel de la chose, le bruit sourd de la lame, la vision du sang. En une fraction de seconde, c'est fini. Il n'y a plus un homme, il y a, comme elle l'écrit, un pyjama bleu dans un panier. Et puis, il y a cette image finale, le nettoyage au jet d'eau. Il faut vite effacer les traces. Ce témoignage a forcé la France à regarder en face une réalité qu'elle préférait ignorer. Soudain, la peine de mort n'était plus un concept. C'était ça. C'était ce bruit, ce sang et ce tuyau d'arrosage. Alors si on résume, on a le doute avec l'affaire Ranucci, l'arbitraire avec l'affaire Carin et la réalité crue avec l'affaire Djandoubi. Ces 3 histoires ensemble
ont rendu la peine de mort politiquement et moralement indéfendable. Et puis arrive 1981. C'est l'année du grand basculement. François Mitterrand est élu président. Il nomme au poste de garde des Sceaux un homme qu'on connaît déjà, Robert Badinter. Et Badinter a une mission, une seule priorité, en finir avec la peine de mort. C'est avec ces mots, devant l'Assemblée nationale, que Robert Badinter met un point final à l'histoire de la guillotine en France. La loi est votée, la France abolit la peine de mort. Elle était le dernier pays de la Communauté économique européenne à le faire. Une page de 2 siècles d'histoire venait enfin de se tourner. La France de 1980, à travers ces 3 histoires, a fini par apporter sa propre réponse à cette question. Mais l'interrogation, elle, reste universelle et vertigineuse. Quand une punition est définitive, quand on ne peut pas revenir en arrière, quel niveau de doute est-on prêt à accepter ?